vais, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, débuter ce point de presse, cette conférence de presse. Et je vous remercie les uns les autres à nouveau, je peux le dire, de nous rejoindre pour un échange qui va nous permettre de faire le point. On le fait régulièrement, vous le savez, dans un souci à la fois de pédagogie et de transparence sur l'évolution de l'épidémie de la Covid-19 sur l'agglomération de Dijon. Je remercie Monsieur le ministre, le président de la métropole de Dijon, d'avoir bien voulu dégager de son temps pour participer à cette présentation, bien sûr un sujet qui est important pour lui, pour moi, pour nous tous. Alors, je ne vais pas vous faire de longs propos, on pourra, si vous voulez bien, répondre à vos questions. Mais je crois que vous l'avez appris, d'ailleurs certains d'entre vous d'ailleurs l'ont dit dès ce matin, le ministre de la Santé a décidé de classer l'agglomération de Dijon au niveau que l'on appelle zone d'alerte renforcée, dans le classement qui est celui qui était choisi par les autorités centrales pour mesurer l'évolution de l'épidémie de la Covid. Et l'agglomération de Dijon figure dans cette liste, enfin atteint ce niveau d'alerte renforcée qui correspond en les cartes au niveau de rouge écarlate, parce que Dijon a dépassé les seuils d'alerte pour atteindre ce seuil sur deux taux. Le taux d'incidence, qui est le taux qui est actuellement qui est au-dessus de 150 pour 100 000 habitants, depuis une quinzaine de jours environ. Et puis le taux d'incidence pour les personnes âgées. On vous donnera le détail tout à l'heure, qui est supérieur à 50 pour 100 000 habitants. Ce sont ces deux indicateurs qui sont retenus pour apprécier si les territoires concernés doivent intégrer le classement en zone d'alerte renforcée. Vous savez qu'il y a un troisième niveau, qui est le niveau de l'alerte maximale, qui concerne d'ailleurs un certain nombre de villes françaises, Paris, Marseille, et le ministre de la Santé l'a indiqué hier, vont rejoindre ce classement Lille, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne. Il y a deux territoires qui sont susceptibles d'intégrer ce niveau d'alerte renforcée sur le pays. Le gouvernement prendra une décision lundi. C'est Toulouse. J'oublie une deuxième ville. Montpellier. Toulouse et Montpellier. C'est ça. Voilà, donc c'est en vertu de ces deux indicateurs. Les conséquences de la crise sanitaire sur les hôpitaux restent pour le moment heureusement contenues. Au niveau de la région, je parle d'un indicateur de situation régionale, nous sommes à un taux de 15%, pour vous donner des précisions, alors que le niveau d'alerte qui conduit les autorités sanitaires à commencer à réfléchir à une réorganisation des hôpitaux sous l'angle de la déprogrammation d'un certain nombre d'interventions est situé à 20. Je parle là d'une donnée régionale. Donc cette situation sanitaire, elle conduit à devoir prendre un certain nombre de décisions que nous allons vous détailler. Je vais laisser le directeur de cabinet qui a travaillé sur ce sujet vous en parler plus précisément. Mais j'insisterai pour ma part, je ne peux pas être trop long, je vous l'ai dit, je vais insister sur 4 points. D'abord le premier, je souligne, Monsieur le Ministre, la concertation bien établie, étroite que nous avons avec vous, avec vos équipes, vos collègues de l'agglomération, pour très régulièrement échanger sur les principales données et apprécier les dispositions qui sont à prendre.
C'est ainsi que nous avons déjà pris, je n'y reviens pas, mais un certain nombre de mesures, et notamment le port du masque à l'issue d'une discussion, je pense, approfondie. Le deuxième point, c'est que les dispositions qui sont prises, qui vont être prises, obéissent à un souci constant de proportionnalité. Parce que le gouvernement a bien le souci, en cette période, de ne pas contrarier exagérément la vie économique et sociale du pays. Après la crise majeure que nous avons subie au mois de mars et au mois d'avril, il y a nécessité pour le pays de reprendre son activité. Donc il faut trouver le bon ajustement, la ligne de crête, si je puis dire, le bon point d'équilibre, permettant à la fois de contenir cette épidémie qui peut faire beaucoup de mal, notamment sur les personnes âgées, on le sait tous maintenant, et puis en même temps permettre à nos concitoyens de continuer tout simplement à vivre leur vie, dans l'entreprise, dans les administrations, leur vie sociale, leur vie éducative, le système éducatif, la vie de notre pays. Troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est que la décision que je vais être amené à prendre est une décision réversible. Je crois que c'est très important de le dire. Monsieur le maire de Dijon évoquait il y a 8 jours, je crois, c'est le mot que vous avez utilisé, le mot « ce n'est pas inéluctable ». Je pense que ce terme, il a vraiment toute son actualité, il la garde vraiment. Il est possible de revenir sur cette évolution. Je remarque d'ailleurs qu'il y a des territoires qui sont dans cette logique de diminution. C'est le cas dans la région du département de la Nièvre, qui était classée en rouge, qui est devenue en vert. Et c'est le cas dans l'ouest de la France, du département de Nord. Donc il est possible, en agissant, en adoptant les bonnes mesures, les bons comportements, les gestes barrières, il est possible d'éviter des situations plus compliquées. Et enfin, troisième point sur lequel je voudrais également insister, c'est sur le fait que certaines dispositions, on va vous donner le détail que je suis amené à prendre, compliquent le travail de certains acteurs économiques. Mais en contrepartie, le gouvernement a prévu, le ministre de l'économie et des finances s'est exprimé hier sur ce sujet, lors d'un point de presse commun avec le ministre de la Santé, a prévu un certain nombre de mesures d'accompagnement importantes pour permettre à tous les secteurs qui sont concernés par des mesures administratives de pouvoir, sur le chômage partiel notamment, sur le fonds de solidarité, de continuer à bénéficier de ces dispositions pour leur permettre de passer ce cap qui est un peu difficile. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail dans mon propos, on va vous présenter les mesures. Monsieur le ministre président de la métropole, je vous laisse peut-être la parole si vous le souhaitez, puis ensuite je vous propose que Mme Guidelin précise les indicateurs, puis enfin le détail des mesures. Merci, Monsieur le Préfet. Effectivement, j'avais loué, je l'ai fait encore avec le Premier ministre l'autre soir, la qualité des relations que nous avions, l'échange et les décisions que nous prenions après concertation. Là, il s'agit de décisions que l'État prend en fonction des indicateurs dont il dispose. Moi je voudrais quand même indiquer quelque chose que je vous ai donné comme information. Je ne peux pas laisser le responsable de l'ARS laisser penser que ce qui est annoncé sur la région est la situation sanitaire sur la métropole. Sur ce point, je voudrais être précis. Les indicateurs, vous savez, on les utilise aussi un peu comme on veut, et donc, quand on veut noircir le tableau, on prend l'indicateur qui correspond le mieux à ce qu'on veut faire. Je ne conteste pas du tout les chiffres que l'ARS donne sur l'aspect sanitaire, sur l'ensemble de la région, mais laisser penser qu'il en va de même pour le plus grand centre hospitalier de Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire le CHU, non. Nous sommes très loin, fort heureusement, de la déprogrammation d'opérations sur le CHU. Je voudrais
le préciser. Et bien, tant mieux, si ça peut nous faire améliorer demain la situation, mais ce sont plus ces indicateurs-là qu'on prend pour le moment, un jour ça reviendra. Donc, depuis le 28 septembre, nous avons pas plus de patients Covid hospitalisés en nombre, entre 26 et le maximum, enfin, entre 23, 27, 24 ce matin. Donc, ça ne bouge pas depuis le 25 septembre, tant mieux, on peut plus s'en féliciter. Et puis, nous avons aujourd'hui, en réalité, 3 personnes en réanimation au CHU de Dijon. 3. Nous étions 3 le 18 septembre, on est monté à 7, à 8, à 7, on a même eu une pointe à 10, mais en réalité, il y a 3 personnes en réanimation ce matin et 4 personnes en soins intensifs. Alors, tous les matins, je regarde cela, et j'ai des contacts réguliers, bien sûr. Il y a un conseil de surveillance lundi, le personnel médical est très attentif, et les propos de Pierre Trébil ont un peu inquiété, parce que laissait penser qu'on était au bord de la déprogrammation dans la région. Alors je ne sais pas où, hein, peut-être qu'il vous le dira s'il demande des précisions, mais en tous les cas, ce n'est pas de la métropole. Par contre, ce que dit M. le Préfet est tout à fait juste, pour ce qui concerne le taux d'incidence, qui est stable à un haut niveau, mais qui est stable. On est quand même sur une sorte de plateau, M. le Préfet, on peut le dire quand même. Un plateau haut, pas trop haut, puisque c'est 150 à peu près. Hein. On est même monté à 160. On est redescendu, on est à 150, ce qui est trop. Et puis un taux concernant les personnes dites âgées de plus de 65 ans qui est supérieur aux normes habituelles. Donc le ministre a pris ses décisions. J'avais demandé qu'on garde une semaine parce que je pensais que les efforts allaient payer, mais si les efforts qu'on fait payent, eh j'espère qu'on en tiendra compte et qu'on pourra montrer qu'on peut faire grâce à la responsabilité des uns et des autres, parce que c'est encore un appel à la responsabilité que nous lançons aujourd'hui. Grâce à la responsabilité des uns et des autres, on peut reculer, rien n'est inéluctable, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et donc, voilà, mais on sent bien qu'il y a aujourd'hui un besoin de fermeté pour contenir, je comprends, hein, c'est pas quelque chose de simple à gérer. Hein. Donc, j'ai dit au Premier ministre que, bien évidemment, je respecterai, et en lien avec le préfet de région, les décisions nationales qui seront prises. Je tenais toutefois à faire cette précision concernant le CHU, parce que les praticiens du CHU sont émus, pour certains, des annonces faites par l'ARS concernant le domaine de la santé. Pour le reste, les mesures qui vont vous être présentées par le directeur de cabinet, je crois que sont exactement celles sur lesquelles nous avions échangé, et bien sûr, je suis tout à fait en phase avec le préfet de la région sur sa proposition. Merci, M. le ministre. Madame la ministre, je vous propose peut-être en quelques mots de faire part des données qui sont les autres, c'est des autorités sanitaires. Ensuite, le directeur de cabinet, David Massoud, que vous connaissez, vous présentera le détail des données. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'ont précisé M. le maire et M. le préfet, en effet, 2 indicateurs ont conduit la métropole à être classifiée en zone d'alerte renforcée. Le premier indicateur est le seuil d'incidence, dont le niveau est de 150 pour 100 000. Et quand la métropole dépasse ce seuil, est amenée à être considérée donc, dans cette zone d'alerte renforcée. Ce seuil est atteint depuis le 20 septembre, a été stable et il a été annoncé hier à la conférence du Premier ministre à 166 pour 100 000, qui correspondait à l'indicateur de mercredi soir, annoncé jeudi soir. Donc, comme le disait M. Rebsamen à l'instant, nous sommes sur un plateau haut, qui j'espère prouve l'effet des efforts d'ores et déjà entrepris par les citoyens au sein de la métropole, et on espère que ça se confirmera par une évolution que nous souhaitons à la baisse, et que nous scrutons donc jour après jour pour regarder l'évolution de cet indicateur. Le deuxième indicateur qui vous a été précisé est ce même taux d'incidence ramené à la population de plus de 65 ans, population la plus susceptible d'avoir des formes plus graves de cette maladie et donc d'être possiblement hospitalisés, même si tous ne le sont pas, bien évidemment. Cet indicateur, dont le taux est donc de 50 pour 100 000, est sur un plateau lui aussi, puisque ce taux d'incidence est supérieur depuis le 20 septembre au-dessus et n'est pas redescendu en dessous de 70 pour 100 000 depuis le 20 septembre et s'établit à la même date
à 77 pour 100 000 habitants à la date de mercredi soir, chiffre annoncé par le ministre hier soir. Donc, de la même façon, un indicateur que nous observons de manière très précise, puisque c'est lui qui, conséquemment, peut avoir un impact sur les services hospitaliers du département. Peut-être un petit élément d'explication concernant un autre indicateur qui, lui, n'est donc pas corrélé au passage en alerte renforcée, mais un indicateur que nous suivons aussi, bien évidemment, puisqu'il a un impact sur les organisations sanitaires. Et en effet, le nombre de personnes qui sont prises en charge dans les établissements de santé de la région, à la fois en réanimation et en soins intensifs, puisque les deux services sont pris en compte dans l'indicateur national. Oui, c'est nouveau, hein, je me permets de dire, parce que ce n'est pas les mêmes lits, hein, les lits de réa et les lits de soins intensifs. Il ne faut pas faire peur aux gens quand même. Hein. Les lits de réa, c'est comptabilisé comme lits de réa, et les lits de soins intensifs, c'est autre chose. Tout à fait. Mais les indicateurs tels qu'ils sont calculés par le niveau national prennent en effet, c'est pour ça que je me suis permis de le préciser, les deux types de patients, ceux qui sont en réanimation sur des pathologies certainement plus graves et ceux qui ont besoin d'avoir des soins néanmoins relativement conséquents, qui sont en soins intensifs. Donc cet indicateur est analysé non pas, bien évidemment, qu'on regarde ce qui se passe au niveau des établissements de santé de la métropole, du département, mais aussi de la région. Pour quelles raisons? Cet indicateur est calculé au niveau national, au niveau de la région. C'est pour, d'une part, les établissements de santé travaillent en réseau. D'autre part, certains types de prise en charge, certaines techniques ne sont pas forcément disponibles dans tous les établissements qui ont des activités de soins intensifs ou de réanimation. Je pense par exemple à la circulation extracorporelle, qui ne peut pas forcément être fait dans tous les établissements. Par ailleurs, il y a aussi un travail en fin de compte de solidarité qui se fait au sein de la région, comme nous avons pu en bénéficier lors de la première vague, et avec d'autres régions aussi. Et ce soutien des autres régions, au regard de la prévalence du virus dans de nombreuses régions, paraît compromettre quelque peu des transferts massifs, même s'ils pourraient avoir lieu autour d'autres régions. Donc l'indicateur aujourd'hui, tel qu'il est calculé, et comme le disait M. Rebsamen, en dessous des seuils à la fois de regard de l'ARS, qui est ce seuil de 20%, qui nous amène à avoir un regard très précis sur de possibles, mais non souhaitées déprogrammations, et ce seuil est de 20%, donc il n'est pas atteint néanmoins au regard de l'évolution de l'épidémie. Nous le regardons, et je travaille avec les établissements de santé, que nous rencontrons plusieurs fois par jour, au niveau territorial, plusieurs fois par semaine, excusez-moi, et il est ramené donc au nombre de lits que l'on a si l'on n'arme pas de nouveaux lits supplémentaires, ce qui est une possibilité et qui n'est pas utilisé pour le calcul du ratio. Donc, le calcul du ratio qui est de 15% actuellement, qui est relativement stable depuis quelques jours, même depuis quelques semaines, correspond au nombre de lits de soins intensifs et de réanimation dans l'ensemble de la région, ramené au nombre de lits que nous avons sur la région en soins intensifs et réanimation. Donc nous sommes en effet bien loin du seuil qui pourrait emmener vers une alerte maximum qui n'est pas du tout d'actualité. Donc un dernier mot juste pour dire que l'essentiel pour maintenir et pour emmener ces indicateurs à la baisse, je reviens sur le taux d'incidence en population générale et sur les populations âgées, et de poursuivre la mise en œuvre de ces gestes barrières, être attentif dans nos interactions sociales et se créer, comme on le dit, une bulle sociale en particulier pour limiter nos interactions, qu'elles soient familiales, amicales ou dans d'autres cercles. Merci. Merci Madame la Directrice. Je vais maintenant demander à Dany Lafsoud, directeur de cabinet, de présenter le détail des mesures. J'insiste vraiment sur le délai. Ces dispositions sont applicables 15 jours. Donc, nous suivons les données régulièrement. On fait le point régulièrement avec les autorités locales, avec le maire de l'agglomération, pour apprécier l'évolution des choses. Donc ce n'est pas... on peut varier. 15 jours d'application. Comme le disait M. comme le disait le préfet à l'instant, je vais vous présenter les mesures qui entreront en vigueur à partir de demain matin, samedi, et pour une durée de 15 jours. Donc on a deux types de mesures. D'une part, une reconduction ou un renforcement des mesures qui étaient en vigueur jusqu'à présent, et d'autre part, des nouvelles mesures qui répondent pour l'essentiel aux mesures socles qui nous sont proposées par le gouvernement en cas de passage en zone d'alerte renforcée. Alors, au-delà du port du masque, etc., qui reste applicable dans les mêmes périmètres, vous le savez, donc, la fermeture du bar va être avancée à 22 h
dans un certain nombre de communes de la métropole de Dijon. Ces communes sont celles où le port du masque est obligatoire. Au niveau des sites, Dijon, Chenaux, Talent, Longwy, Quetigny, Fontaine-les-Dijon, Saint-Apollinaire, Alluy et Chevigny-Saint-Sauveur. Dans l'ensemble de ces communes, sur l'ensemble de leur territoire, les bars devront fermer à partir de samedi à 22 h. Corrélativement, les restaurants qui sont situés sur ces communes devront cesser à partir de 22 h de ne servir que de l'alcool. Donc un client qui se rendrait dans un restaurant après 22 h sur ces communes, pour consommer de l'alcool, devrait systématiquement consommer un menu, un repas, être attablé. S'agissant des activités sportives maintenant, la pratique d'activités sportives est interdite dans les établissements recevant du public couvert, ainsi que dans les salles de sport privées et les salles de sport publiques, à l'exception, s'agissant des salles de sport publiques, de la pratique scolaire, parascolaire, universitaire, des sportifs professionnels et de haut niveau, des formations continues, de ce qu'on appelle le sport sur ordonnance, le sport médical, et bien entendu de la pratique des activités sportives, physiques et sportives de plein air. Et donc par exception à cette règle, les piscines restent ouvertes, à condition toutefois de fermer les vestiaires collectifs. S'agissant des rassemblements maintenant, les rassemblements de plus de 10 personnes sont sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public sont interdits dans l'ensemble des communes de la métropole de Dijon que j'ai citées à l'instant, dans les 9 communes. À l'exception toutefois des manifestations en lien avec les cultes, des manifestations revendicatives lorsqu'elles sont déclarées, et d'un certain nombre d'activités qui vous seront listées dans l'arrêté. Une autre mesure phare maintenant s'agissant des rassemblements, une mesure importante, c'est l'abaissement de la jauge des rassemblements de grande ampleur de 5000 personnes à 1000 personnes. Jusqu'à ce jour, les rassemblements pouvaient accueillir simultanément 5000 personnes en incluant le personnel d'organisation. À partir de maintenant, la jauge sera fixée à maxima à 1000 personnes hors personnel d'organisation. Donc ça, cette disposition s'applique dans l'ensemble du département de la Côte d'Or. S'agissant des rassemblements festifs et familiaux, là aussi, pour l'ensemble des communes du département de la Côte d'Or, ils sont interdits dans tous les établissements recevant du public. Par conséquent, il n'est plus possible de louer une salle polyvalente ou un restaurant pour organiser un mariage ou un repas de baptême, par exemple. Donc, sans préjudice de ces dispositions, naturellement, comme c'était le cas actuellement, la possibilité, donc il demeure loisible aux professionnels, aux responsables des associations et aux présidents des assemblées délibérantes de réunir leurs assemblées sous réserve de respecter les gestes barrières et de faciliter, le cas échéant, les opérations de contact tracing en ayant à disposition la liste des personnes participantes. Et puis, dernier point, sur les établissements d'enseignement supérieur, donc un rappel, même si le calendrier ne s'y prête plus tout à fait, les événements d'intégration sont interdits dans l'ensemble du département et, point important et point nouveau, la capacité maximale d'accueil des établissements d'enseignement supérieur est réduite de moitié dans les salles de cours, les salles de travail et les salles de restauration. Par conséquent, un amphithéâtre de 320 personnes ne pourra plus désormais accueillir que 150 étudiants. Voilà, Monsieur le Préfet, pour la présentation des mesures. Merci beaucoup, David. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous souhaitions vous dire, vous présenter. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision? Donc sur les événements, bonjour. Bonjour. La liberté du bien public, je ne sais pas encore rencontré. La foire de Dijon, on est d'accord, c'est annulé? Alors, sur la foire gastronomique, sur la foire gastronomique de Dijon, je voulais vous préciser que malheureusement, cette foire ne pourra pas se tenir. Son caractère festif, je pense, n'échappe à personne. C'est un événement qui est susceptible de drainer une affluence importante dans une ambiance plutôt conviviale. Moi, je ne dis pas de cette ancienneté, mais on l'a décrit ainsi. Donc, dans ces conditions,
après le passage de Dijon en zone d'alerte renforcée, j'ai été appelé à faire savoir aujourd'hui même à l'organisateur qu'il était impossible cette année, malheureusement, de tenir la foire gastronomique de Dijon. Si vous me permettez un mot, M. le Préfet, pour appuyer votre démarche, contrairement à ce qui a pu être dit jusqu'au bout avec M. le Préfet, nous avons essayé de maintenir cette foire. Propos un peu irresponsable, ça n'engage comme moi ce que dit le président de la foire, laissait penser que on faisait tout pour, je ne sais pas quoi d'ailleurs, l'interdire ou l'autoriser. Jusqu'au bout, M. le Préfet, on a espéré pouvoir maintenir cette foire. Voilà ce que je voudrais dire. Et donc, bien évidemment, vu la situation sanitaire et le passage en alerte renforcée, dans tous les autres villes de France, les foires ont été annulées. Depuis, pour certaines, fort longtemps, avant même d'avoir examiné la situation. Donc nous, on a essayé de tenir en fonction de la situation, mais là, ce n'est plus possible. C'est tout à fait ça. Techniquement, c'est une annulation, c'est une interdiction? Alors, c'est une interdiction. C'est-à-dire, si vous voulez, l'organisateur m'a sollicité, puisque cet événement faisait plus de 30 personnes. Nous avons examiné son dossier au regard des règles sanitaires applicables et en fonction du niveau de circulation de l'épidémie. Et donc j'ai donc décidé de ne pas autoriser, de ne pas accorder la dérogation, pour être précis, à l'organisation de cette manifestation. Qui, au regard d'ailleurs du détail des mesures qui viennent d'être précisées, devient plus possible. J'ai trouvé moi-même d'ailleurs que certains propos étaient pour le moins exagérés. Excusez-moi, le décret sera signé quand exactement? Je vais le signer ce soir. D'accord. Il sera rendu public ce soir et les dispositions sont applicables demain. D'accord, je vous remercie beaucoup, monsieur le Président. C'est un carnet de France Bleu Bourgogne. Concernant les foulées beaunoises, est-ce qu'elles sont annulées, est-ce qu'elles sont maintenues? Elles doivent se passer le 14 et le 15 novembre prochain. Est-ce qu'il y a une décision qui est prise ou pas? Là, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas l'information. Nous n'avons pas. On vous le fera savoir, monsieur. Donc, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas en tête le calendrier de tous les événements du département. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres événements en tête là qui sont annulés justement? Le salon des vignerons? Désolé, je ne peux pas vous le dire. Là, il faut. Le salon des vignerons, oui, monsieur. Monsieur Raphaël? Ouais. Et la fête foraine. Et la fête foraine. Ouais. Voilà. La fête foraine, si vous voulez, nous avions un certain nombre d'interrogations sur cet événement qui drainera quand même public nombreux. C'est quand même fait pour ça, la fête foraine. Mais je crois que l'organisateur l'a compris de lui-même. On pourra vous donner au fil de détail, peut-être pas maintenant, parce qu'on examine ça au cas par cas, un peu au fil de l'eau. Mais on fait ce travail depuis en réalité maintenant un mois. Nous avons comme un certain nombre de demandes de dérogation à examiner. Vous voyez autre chose? Non. Ça vous paraît clair? Oui, juste l'heure précise de cet arrêté. Vous dites qu'il sera appliqué demain. Est-ce qu'il y a une heure précise à laquelle? Oui, demain 0h. Demain 0h. Le gouvernement a souhaité une mise en œuvre rapide. Ne pas perdre de temps. C'est une question de gestion du temps. Et est-ce que vous comptez recevoir, je pense au patron de bar qui se retrouve pénalisé? Est-ce qu'il y a une réunion qui va être... Alors, nous les avons déjà reçus. Ouais. Le directeur de cabinet les a reçus mercredi dernier, jeudi dernier. Et nous comptons continuer à entretenir une relation de travail avec eux.
accompagnera les dispositions qui ont été prises par l'État pour leur, je disais, passer ce cap un peu compliqué pour eux. Et vous ne craignez pas. Mon adjoint en charge du commerce les a aussi reçus, je les ai aussi reçus. Ouais. Donc, nous accompagnons la préfecture sur cette décision. Et vous craignez pas des rassemblements, on va dire, illégaux chez les gens, où ils se rassemblent assez nombreux? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour essayer de contrôler? Enfin, c'est difficile, hein, mais... C'est-à-dire le message, vous savez, que je porte, que nous portons, c'est un message de responsabilité. Moi, je ne me place pas dans la situation où les personnes ne comprennent pas ces enjeux et ces dispositions. Je pense que, instruit comme par l'expérience de ce que nous avons vécu, chacun peut comprendre que c'est important de faire un petit effort, un effort. Ça permet d'éviter des dommages collatéraux tout à fait considérables. C'est ça l'enjeu. Après, nous sommes dans un pays libre. C'est l'ensemble du pays qui a la capacité de réagir à cette question, de se mobiliser. Les décisions sont territorialisées, elles sont prises justement territoire par territoire pour éviter de prendre des mesures trop générales et de contrarier l'activité du pays. C'est bien cette logique, avec l'espoir que par un effort collectif et individuel, on puisse maîtriser cette évolution. C'est à notre portée, vous savez. Excusez-moi. C'est pour ça que moi je ne me place pas dans ces hypothèses d'avoir des scénarios à gérer. Je l'ai dit la semaine dernière, je le confirme, moi je fais confiance au sens civique des Dijonais. Petite précision sur les activités sportives. Les activités sportives pour mineurs sont donc interdites à l'intérieur, en intérieur, sauf dans le cas d'activités scolaires, dans le cadre scolaire. C'est ça, c'est ça. Dans un autre cadre peut-être, ou juste le cadre scolaire et les activités sportives à l'intérieur. Et pour la pratique associative des mineurs. Pour la pratique associative, très bien. Des mineurs. Des mineurs. Très bien. Merci. Excusez-moi. Et en cas de rassemblement, le cas échéant, qu'est-ce que les gens encourent? Est-ce qu'il y a eu Il y a des amendes qui sont prévues par la loi. Je n'en ai pas parlé parce que parce qu'elle est plus agréable à présenter, mais des dispositions sont arrêtées, elles doivent être appliquées, et donc la force publique sera chargée d'effectuer des contrôles. D'accord. Et je dirais, c'est naturel ça. C'est notamment sur la fermeture des garages. Merci beaucoup. Pour qu'il y ait une égalité d'application de la règle. Et je précise, s'agissant de la pratique sportive des mineurs, qu'elle n'est possible que dans les établissements publics. Public. Pour des tas de causes, les salles de sport privées sont fermes, quel que soit l'âge des pratiques. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.